Ça c'est vrai. Vérifié. Publié le jour même par un correspondant du New York Times qui était sur place. L'événement du jour, c'est évidemment la mort du président du Rwanda et du président du Burundi. Ils ont été tués dans un attentat. L'avion dans lequel ils se trouvaient a été abattu. Pendant 3 ans, dans une aile privée du palais le plus démesuré d'Afrique, à Gbadolite, au fin fond du Zaïre de Mobutu, il y a eu un corps embaumé, gardé, celui d'un président étranger, assassiné en plein vol, que personne, pendant 1000 jours, n'a réussi à enterrer. Et ce corps-là, c'est celui de Juvenal Habyarimana, le président du Rwanda. L'homme dont la mort, le 6 avril 1994, a ouvert la porte au génocide des Tutsis. Pourquoi Mobutu a-t-il gardé le corps de son voisin pendant 3 ans dans son propre palais? Pourquoi l'a-t-il finalement brûlé en pleine nuit, à la va-vite, supervisé par un prêtre hindou, à quelques heures de sa propre fuite? Et qu'est-ce que cette histoire, complètement folle sur le papier, révèle en réalité sur ce qu'était vraiment l'amitié entre ces deux hommes et sur le prix que le Zaïre tout entier a fini par payer pour elle? Accroche-toi, parce que cette histoire commence bien avant 1994. Et elle finit, 3 ans plus tard, dans les mêmes cendres que le régime de Mobutu lui-même. Alors d'abord, il faut comprendre une chose. Mobutu et Habyarimana, ce n'étaient pas deux chefs d'État qui se serraient la main aux sommets régionaux et qui s'oubliaient le reste de l'année. C'était plus proche que ça, beaucoup plus proche. Il existe une version, portée surtout par la mémoire familiale du côté rwandais, qui fait remonter leurs liens à 1967 à Bukavu, pendant la révolte des mercenaires de Jean Schramm. Le récit dit qu'un jeune capitaine rwandais, nommé Habyarimana, aurait, ce jour-là, désarmé des mercenaires à la frontière, en coordination directe avec le colonel Mobutu. Une histoire d'origine presque héroïque. Le problème, c'est que je l'ai cherché ailleurs, et je ne l'ai pas trouvé. L'historiographie académique documente très bien la révolte de Schramm, la prise de Bukavu, la rupture des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali en janvier 1968, mais aucune source indépendante ne mentionne un rôle direct d'Habyarimana ce jour-là. Alors je te le dis comme ça doit être dit, c'est un récit de mémoire familiale, transmis, touchant, mais non établi. Peut être vrai, peut être une origine reconstruite après coup, pour donner une naissance héroïque à une alliance qui, en réalité, s'est construite bien plus tard, et pour des raisons beaucoup plus froides. Ce qui, en revanche, est confirmé noir sur blanc, c'est le 20 septembre 1976. Ce jour-là, à Giseni, Mobutu, Habyarimana et le président burundais signent ensemble la convention qui crée la CEPGL, la Communauté économique des pays des Grands Lacs. À l'initiative du Zaïre, c'est le vrai acte de naissance officielle de leur relation. Une alliance régionale, verrouillée par les intérêts économiques et sécuritaires, avec Mobutu en grand frère régional et Habyarimana en partenaire junior. Et cette alliance, elle ne va pas rester sur le papier. Octobre 1990. Le Front patriotique rwandais envahit le Rwanda depuis l'Ouganda. Habyarimana est en danger réel. Et là, Mobutu ne se contente pas d'un communiqué de soutien diplomatique. Il envoie sa propre garde personnelle, la division spéciale présidentielle. 3000 hommes au secours de Kigali. Ce sont eux qui repoussent la première offensive du FPR et au passage, ils tuent le commandant Fred Rwigema. Réfléchis une seconde à ce que ça signifie. Mobutu n'envoie pas n'importe quelle unité. Il envoie sa garde rapprochée, celle qui protège sa propre vie pour sauver un autre chef d'État. Ça, ce n'est plus de la diplomatie. C'est un pacte de sang, au sens le plus littéral, alors quand, 3 ans et demi plus tard, l'avion d'Habyarimana s'écrase, Mobutu ne perd pas un allié régional parmi d'autres. Il perd, et c'est la citation exacte d'un de ses propres gardes, recueillie sur le vif par le New York Times, quelqu'un dont la gestion de la dépouille relevait presque d'une affaire personnelle, presque familiale. Retiens cette phrase. Le 4 avril 1994, Habyarimana fait un dernier crochet par le Zaïre pour voir Mobutu avant de s'envoler pour Dar es Salaam. Ça, c'est établi. 2 jours plus tard, le 6 avril, vers 20h30, son Falcon 50 est abattu par un missile en approche de Kigali. L'avion s'écrase dans le jardin de sa propre résidence présidentielle. C'est le déclencheur du génocide des Tutsis.
Et c'est là qu'apparaît un détail que je dois te présenter avec toute la prudence qu'il mérite. Jean Kambanda, l'ancien Premier ministre du gouvernement intérimaire rwandais, condamné plus tard par le tribunal international pour génocide, a affirmé, dans son témoignage, que Mobutu avait averti Habyarimana de ne pas se rendre à Dar es Salaam ce jour-là. Une alerte, dit-il, venue d'une source haut placée à l'Élysée. Alors, est-ce que c'est vrai ? Honnêtement, je ne peux pas te l'affirmer. Ce que je peux te dire, c'est que ce témoignage existe bel et bien dans le dossier du tribunal pénal international, mais celui qui le porte est un homme condamné pour génocide, engagé depuis dans une entreprise de contestation du récit officiel de 1994. Sa parole n'est pas nulle, mais elle n'est pas neutre non plus. Cette version reste, à ce stade, non démontrée. Ce qu'on sait avec certitude, en revanche, c'est que dans les heures qui suivent le crash, le corps d'Habyarimana est identifié dans les débris, transporté au salon de sa propre résidence, et que, faute de pouvoir organiser des obsèques dans le chaos qui s'installe déjà, il finit stocké dans le congélateur d'une caserne militaire. Un président. C'est là que l'histoire prend le virage que personne ne raconte jamais. À un moment donné, la date exacte, aucune de mes sources ne me la donne, le corps est récupéré et transféré au Zaïre, à Gbadolite, dans une chapelle privée du domaine présidentiel de Mobutu. Je veux être honnête avec toi sur ce point. Le mécanisme exact de ce transfert reste une vraie zone d'ombre. Une source évoque une prise en charge directe par les hommes de Mobutu. Une autre, moins recoupée, suggère que ce sont des dignitaires du régime rwandais en fuite qui auraient d'abord déplacé le corps. Je n'ai pas de document primaire qui tranche entre les deux. Ce qui est établi, en revanche, c'est le résultat. Le corps d'Habyarimana finit embaumé, conservé, à Gbadolite, et Mobutu, selon la même enquête, aurait promis à la famille un rapatriement futur pour une inhumation au Rwanda. Une promesse qu'il ne tiendra jamais. 3 ans vont passer. Pendant ce temps-là, à quelques centaines de kilomètres de Gbadolite, l'histoire bascule dans l'horreur à grande échelle. Juillet, août 1994. Près de 2 millions de réfugiés rwandais Hutus franchissent la frontière et se massent à Goma, à Bukavu, dans les camps de l'Est du Zaïre. Et parmi eux, les cadres politiques et militaires responsables du génocide. Les rapports humanitaires de l'époque Médecins sans frontières en tête, dans leur propre travail d'autocritique, publié plus tard, sont sans ambiguïté sur un point. La proximité personnelle entre Mobutu et les hauts gradés des ex-forces armées rwandaises a empêché toute action contre les leaders politico-militaires installés dans les camps. Ils s'y réarment. Ils y reconstituent une force, sous les yeux du régime zaïrois. Et il y a un autre fil, plus ancien, plus souterrain, qu'un travail universitaire récent citant les recherches du chercheur Mahmoud Mamdani remet en lumière. Dès 1988, Habyarimana finance et Mobutu soutient politiquement le démantèlement d'une organisation qui unissait Hutus et Tutsis dans l'est du Congo, remplacée par une organisation communautaire strictement Hutu. C'est une politique concertée des deux régimes qui, des années avant le génocide, commence déjà à fracturer le Kivu selon des lignes ethniques. Une piste que je n'ai fait qu'effleurer ici et qui, à elle seule, mériterait sa propre enquête. Ce que je peux dire, c'est ceci. L'amitié entre les deux hommes n'a pas seulement survécu à la mort de l'un d'eux, elle a continué à produire des effets sur le terrain pendant que Mobutu gardait le corps de son ami dans son palais à 300 km de là. Il y a un épisode dans cette histoire que je trouve particulièrement troublant. Environ 1 an avant sa propre chute, donc autour de 1996, Agathe Habyarimana, la veuve, se serait rendue à Gbadolite pour avertir Mobutu de mouvements de troupes suspects à l'est de son propre pays. Et Mobutu, selon ses proches, cités dans une enquête de Jeune Afrique publiée à l'époque, aurait balayé l'avertissement d'un mot désobligeant sur l'état mental de la veuve. Je dois être transparent avec toi sur la solidité de cet épisode. Il repose sur une seule enquête journalistique, republiée depuis sur un site tiers. Je n'ai pas retrouvé l'article original en version scannée. La source d'origine, elle, a une réputation sérieuse, mais une source unique reste une source unique. Si c'est vrai, et rien ne prouve que ce ne l'est pas, alors l'ironie est brutale. La femme de l'homme dont il gardait le corps dans son palais est venue le prévenir de la menace qui allait, 1 an plus tard, le renverser lui aussi.
et il ne l'a pas écouté. Mai 1997. L'alliance des forces démocratiques de Kabila approche de Gbadolite. Mobutu, qui sent son propre régime s'effondrer, fait évacuer les restes d'Abiyarimana par avion cargo vers Kinshasa. Le corps patiente 3 jours sur le tarmac de l'aéroport de Njili. Et puis, tôt un matin, le New York Times, source contemporaine et directe, date précisément l'événement au 16 mai 1997. La crémation a lieu, supervisée, faute de tradition crématoire locale, par un responsable religieux hindou, avec l'aide de la communauté indienne de Kinshasa. Je note au passage une contradiction que je dois te signaler honnêtement. Une autre source situe cette crémation le 9 mai, pas le 16. Face à un article contemporain des faits, signé, publié le jour même par un correspondant sur place, et une républication plus tardive qui ne cite pas sa propre source primaire. Je retiens la version du 16 mai. Mais la divergence existe, et je préfère te le dire plutôt que de trancher en silence. Le lendemain de cette crémation, le 17 mai 1997, Mobutu fuit lui-même Kinshasa, sous les tirs de sa propre garde. Le Zaïre devient la République démocratique du Congo. Et les cendres d'Abiyarimana, personne ne sait ce qu'elles sont devenues. Aucune source fiable ne documente leur destination finale. Ont-elles été remises à la famille? Dispersées dans le chaos de la chute de Kinshasa? Perdues, tout simplement? C'est ici que mon enquête s'arrête. Et je pense que c'est peu être la plus grande zone d'ombre de toute cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On retient qu'un pacte scellé en 1976 autour d'intérêts économiques et sécuritaires s'est transformé, 14 ans plus tard, en pacte de sang, un chef d'État qui envoie sa propre garde personnelle sauver la vie d'un autre. On retient que, à la mort de cet allié, Mobutu n'a pas géré un dossier diplomatique. Il a géré, dans ses propres mots rapportés, une affaire presque familiale, au point de garder un corps embaumé dans son palais pendant 1000 jours, en attendant un moment qui n'est jamais venu. Et on retient surtout ceci. Cette proximité personnelle, cette loyauté d'homme à homme, a eu un coût que le peuple congolais tout entier a fini par payer. Parce que c'est cette même proximité qui a empêché Mobutu d'agir contre les responsables du génocide réfugié sur son propre sol. Et ce sont ces mêmes camps, cette même complicité tacite, qui ont fini par nourrir la guerre qui, 3 ans plus tard, l'a chassé du pouvoir. Mobutu a gardé le corps de son ami 3 ans dans son palais, et sans le savoir ou peu, être en le sachant très bien, et en choisissant de ne rien voir, il gardait dans ce même geste les braises de sa propre chute. L'histoire de Mobutu et Abiyarimana, c'est l'histoire de 2 hommes qui ont confondu le pouvoir personnel avec la raison d'État. L'histoire de Mobutu et Abiyarimana, c'est l'histoire d'une amitié tellement absolue qu'elle a fini par coûter un pays. L'histoire de Mobutu et Abiyarimana, c'est l'histoire d'un corps qu'on n'a jamais vraiment su où enterrer, parce que personne dans cette région n'a jamais vraiment su où s'arrêtait l'amitié et où commençait la catastrophe.